Dimanche 10 septembre 2023, bonsoir à tous et merci d'avoir choisi la 7. Le chef de l'État a procédé ce vendredi en remaniement ministériel au sein du gouvernement. De nouvelles personnes ont fait leur entrée, certains ont changé de poste et d'autres sont sortis. Nous vous ferons le point dans ce journal. Les traversées clandestines entre le Togo et le Bénin, pays voisins, vont faire objet de répression. Des dispositions se prennent déjà dans cette logique, mais vous découvrirez encore plus dans le développement ce dont il est question. À l'international, nous irons au Sénégal. Le candidat officiel du parti au pouvoir désigné pour les prochaines élections présidentielles est connu depuis hier, vous le verrez. Et enfin, les bilans s'alourdissent du côté du Maroc. Pendant que la fouille des décombres continue, le bilan, toujours provisoire pour le moment, a grimpé à 2012 morts. Nous vous donnerons d'autres détails tout de suite. Restez avec nous. Bienvenue à tous. Remaniement au sein de l'exécutif togolais, de nouveaux ministres rejoignent le gouvernement et d'autres changent de responsabilité ou encore de poste. Nous faisons le point dans cet élément de Promis Pomébé avec la voix de Cyril Lawson. Cinq nouveaux ministres entrent dans le gouvernement togolais pendant que 4 échangent leur ancien portefeuille contre de nouvelles responsabilités. C'est ce qui ressort du remaniement qui vient de s'opérer au sein de l'exécutif. Selon le décret, l'on note que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile va désormais s'occuper de l'eau et de l'hydraulique villageoise, cédant le poste qu'il a occupé depuis 2013 à Calixte Madjoulba, actuellement ambassadeur du Togo en France. Le ministre Kodjo Adedje, lui également, ne sera plus en charge du commerce, mais est promu ministre d'État en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière. Il cède le ministère du Commerce à Kaimi Vedor, jusqu'alors ministre de la Promotion des investissements. Yawa Kuigan, maire d'Atakpamé, le colonel Odabalo Awate, préfet d'Agoué, puis Manuela Santos rejoignent l'exécutif respectivement au poste de ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires et pour finir, ministre de la promotion des investissements. Jean-Marie Tessi ne sera pas du reste, puisque ce dernier entre également au gouvernement et remplace Mamisile Akla Agbaassi, qui occupe depuis octobre 2020 le département de l'accès universel aux soins. Un peu plus tôt, Christian Trimois, jusque-là ministre des Droits de l'Homme, de la Formation, la Citoyenneté, des Relations avec les institutions de la République, mais aussi porte-parole du gouvernement, a été nommé ministre secrétaire général du gouvernement, substituant ainsi Kanka Malik Nachaba. Nous poursuivons avec la diplomatie. Eh bien, la rentrée diplomatique du Togo aura lieu demain, lundi 11 septembre. Elle va offrir aux autorités une occasion annuelle de rappeler les grandes lignes de leur action publique extérieure. Harold Mensan-Ato. La rentrée diplomatique du Togo pour l'année 2023-2024 aura lieu le lundi 11 septembre 2023 à Lomé. L'événement sera marqué par une conférence inaugurale animée par l'ancien Premier ministre Joseph Kokou Kofigo sur le thème des transitions démocratiques en Afrique. Cette rentrée est très importante pour le pays. En effet, selon le professeur Robert Djousset, elle représente une occasion annuelle pour les autorités de rappeler les grandes lignes de leur action publique extérieure. Le Togo entretient des relations diplomatiques avec de nombreux pays comme la France ou le Royaume-Uni, et est devenu le 184e pays à établir des relations diplomatiques avec les Maldives en mai 2023. L'année précédente a permis de grandes avancées et un engagement accru en faveur de la paix, de la sécurité, du multilatéralisme et de l'implication de la diaspora, et la diplomatie togolaise entend renforcer son action. Ces relations diplomatiques sont importantes car elles permettent au Togo de coopérer avec d'autres pays dans des domaines d'intérêt mutuel et d'élargir ses contacts internationaux. Le pays peut ainsi affirmer sa position au sein de la sous-région. Nous vous le disons dans les titres, le Bénin entend améliorer la sécurité de ses localités frontalières. Et pour ce faire, un arrêté préfectoral vient renforcer la répression des traversées clandestines de la frontière en direction du Togo. Les détails toujours avec Harold Mensan-Ato. Le Bénin va durcir la répression vis-à-vis des personnes qui quittent clandestinement son territoire en direction du Togo. En effet,
Selon un arrêté émis par le préfet du département du Mono, Bienvenu Miloin, cette décision vise à renforcer la sécurité de la région du Mono, frontalière avec le Togo. Cet arrêté précise les localités à partir desquelles les populations doivent rejoindre le pays et énumère les voies autorisées pour accéder au Togo à partir des communes de Grand Mono, Atiémé et Okosa. L'empreinte de voies ou de pistes non autorisées est punie conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 2018 portant code pénal tel que modifié par la loi du 20 décembre 2021. Les frontières terrestres entre le Togo et ses pays voisins, qui sont restés fermés pendant 2 ans au cours de la pandémie de Covid-19, ont vu depuis la réouverture de nombreux mouvements de population de part et d'autre, comme les nombreux Togolais qui fuient l'insécurité dans le nord du pays du fait de la menace terroriste pour se réfugier notamment au Bénin. La question est maintenant de savoir si le Togo prendra des dispositions similaires afin de maintenir la sécurité dans ces localités frontalières avec le Bénin. Économie à présent, à compter du 16 septembre prochain, le taux directeur de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, va passer de 3% à 3,25%, soit une augmentation de 25 points de base. C'est donc ce qui ressort de la dernière réunion extraordinaire du comité politique monétaire de la banque. Nous suivons cet élément de promisse. Pomébé pour plus de détails, c'est avec la voix de Kofi Klege. Pour une 5e fois depuis juin 2022, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, va revoir à la hausse son taux directeur, ceci à compter du 16 septembre prochain. Cette hausse de 25 points de base, le faisant passer de 3% à 3,25%, était d'ailleurs attendue depuis juin dernier par plusieurs observateurs. Il s'agit d'une manœuvre des banques centrales qui renchérissent les taux d'intérêt auxquels elles prêtent aux banques commerciales. L'emprunt, devenu alors plus coûteux pour ces dernières, a une répercussion sur leurs clients. Ceci permet de réguler l'économie, dissuadant de l'emprunt bancaire, diminuant les dépenses et qui ralentit ainsi la machine de l'inflation. Pour le comité de politique monétaire CPM, la nouvelle hausse répond à la montée des incertitudes au niveau régional, la persistance des tensions inflationnistes, le renchérissement des conditions financières sur les marchés internationaux et la moindre mobilisation de ressources extérieures. Le but, c'est prévenir et contenir l'impact de ces facteurs de risque sur les perspectives macroéconomiques de l'Union économique monétaire ouest-africaine. De 8,4% en septembre 2022 à 5,8% durant le premier trimestre 2023, puis 4% au second trimestre, avant que la progression des prix à la consommation ne retombe à 3,4% en juillet dernier. L'objectif de la Banque centrale reste celui de ramener progressivement l'inflation dans l'intervalle cible de 1 à 3% sur le moyen terme. Et nous clôturons la page nationale. Le phénomène d'érosion côtière concerne toute l'Afrique de l'Ouest, mais particulièrement le Togo. Chaque année, le phénomène progresse et détruit les maisons et villages. Face à la situation, le pays va bénéficier d'un appui financier d'Invest International pour renforcer la protection de ses côtes. Bernard Canvi. Le décapage de la côte togolaise est très inquiétant et toutes les pistes sont explorées pour lutter contre l'érosion côtière. Les autorités s'y intéressent sérieusement dans le cadre des actions urgentes face à l'avancée de la mer. Le pays va bientôt bénéficier d'un appui financier à hauteur de 16 milliards de francs CFA venant de l'institution financière néerlandaise Invest International. Ceci pour assurer la protection de la côte. Ce financement, en effet, devrait servir à l'achèvement des travaux de protection de la côte sur la portion de la zone portuaire jusqu'à Gbodjomé, où déjà une partie est financée par l'Agence française de développement AFD. Rappelons aussi que plusieurs travaux de construction des infrastructures de protection de la côte sont en cours. C'est le cas du projet d'investissement de résilience des zones côtières de l'Afrique de l'Ouest, Ouakka-Résip, qui a déjà mis plusieurs infrastructures d'aménagement pour protéger le littoral. Ces travaux ont par ailleurs permis de protéger des centaines de ménages de l'érosion côtière. Toutefois, d'ici 2025, le gouvernement ambitionne protéger 90% des populations du littoral contre l'érosion côtière. Place à l'actualité internationale. Ce n'est plus un secret au Sénégal. Le candidat
candidat officiel du parti au pouvoir désigné pour les prochaines élections présidentielles est connu depuis hier et il s'agit du Premier ministre Amadou Ba. Ce dernier a été donc choisi par le président sortant Macky Sall qui a annoncé en juillet dernier sa non-participation aux élections. Le président sénégalais Macky Sall a désigné son Premier ministre Amadou Ba comme candidat de son camp à la présidentielle de février 2024. Cette décision a été annoncée samedi par la présidence et la coalition gouvernementale. Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, avait annoncé en juillet, après avoir entretenu l'incertitude pendant des mois, qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Son camp lui avait alors donné carte blanche pour choisir un candidat. Un porte-parole de la présidence a confirmé le choix d'Amadou Ba, 62 ans, chef du gouvernement depuis septembre 2022. Il était considéré comme l'un des favoris parmi la dizaine de candidats déclarés à la succession de Macky Sall dans le camp présidentiel. La coalition gouvernementale Benno Bokk Yakaar a publié sur les réseaux sociaux une photo d'Amadou Ba, le présentant comme un choix cohérent pour une victoire dès le premier tour. La désignation d'Amadou Ba a été entérinée par une réunion des leaders de la coalition autour de Macky Sall au palais présidentiel et en direct à la télévision nationale. Actualité au Niger, la junte accuse la France de préparer une agression. Elle dit avoir remarqué des déploiements des forces françaises dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest dont la CEDEAO serait également complice. D'autres détails dans ce reportage. Le régime militaire nigérien issu d'un coup d'État a accusé samedi la France de déployer des forces dans plusieurs pays ouest-africains en vue d'une agression contre le Niger. La junte dit avoir constaté que des avions militaires, des hélicoptères ainsi que des véhicules blindés auraient été déployés en Côte d'Ivoire et au Bénin. Il y a lieu de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'en dépit de l'annonce de ce plan de retrait, la France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CEDEAO, dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire. Paris ne reconnaît pas le régime militaire du général Tchiani à la tête du coup d'État. Lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet du G20 en Inde, le président français Emmanuel Macron a répété que la France ne prendrait de décision sur le Niger que sur la base d'échanges avec le président Bazoum. Un coup d'État depuis juillet dernier retient en otage un président démocratiquement élu. La France a une position simple, nous le condamnons, nous demandons la libération du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel, et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes, puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui. Pas avec des responsables qui aujourd'hui prennent en otage un président. Sur ce sujet, depuis le premier jour, la France se coordonne avec l'ensemble des présidents de la région et des chefs d'État et de gouvernement et nous soutenons pleinement les positions de la CEDEAO. Le Niger est un partenaire stratégique de la France qui compte actuellement quelques 1500 militaires dans ce pays clé dans la lutte anti-djihadiste. Nous vous emmenons au Gabon où 2 jours après la prise de fonction du nouveau Premier ministre Raymond Ndong Sima, le Gabon connaît un nouveau gouvernement constitué par ce Premier ministre. Le gouvernement de transition compte 26 membres, autant pour moi au total. On en découvre un peu plus sur ce gouvernement dans ce qui suit. Le Gabon dispose désormais d'un gouvernement de transition dont les membres ont été désignés par Raymond Ndong Sima, Premier ministre de la transition en poste depuis jeudi 7 septembre sur la décision du général Brice Oligui Nguema. Ce gouvernement sera composé d'anciens opposants et d'ex-ministres du président déchu Ali Bongo, mais aussi de militaires et d'acteurs de la société civile. En revanche, pas de leader de l'ex-opposition à l'élection présidentielle sur la liste des ministres. Le gouvernement de la transition est composé ainsi qu'il suit. Premier ministre et chef du gouvernement de la transition, M. Raymond Ndong Sima. Ministre de la réforme des institutions, Mme Muriel Mikwe, épouse Minta. Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger,
M. Régis Onangan Ndiaye. L'annonce de la composition de ce gouvernement de 26 membres intervient 2 jours après la désignation de Raymond Ndong Sima, 68 ans, qui avait quitté la principale plateforme d'opposition Alternance 2023, soutenant Albert Ondoosa au présidentiel. Si aucun membre de ce gouvernement temporaire ne pourra se présenter à la prochaine élection présidentielle, le président de transition Brice Oligui Nguema reste en mesure d'y participer. Nous quittons l'Afrique centrale pour l'Afrique de l'Est. Eh bien, l'Éthiopie vient de finaliser le remplissage de son méga barrage sur le Nil et ceci lui permettra de doubler sa production d'électricité pour la population. Mais alors que le pays se réjouit, ce qui crée actuellement, c'est une éventuelle tension régionale qu'il pourrait avoir avec le Soudan et l'Égypte qui y trouvent des inconvénients. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé dimanche que le 4e et dernier remplissage d'eau du barrage de la Renaissance avait été réalisé avec succès. La finalisation du remplissage du plus grand barrage d'Afrique menace de relancer les tensions régionales avec l'Égypte et le Soudan situés en aval. Cette annonce intervient alors que des négociations entre les 3 pays, interrompues depuis avril 2021, avaient repris le 27 août. Il y a eu beaucoup de défis. Nous avons été poussés à faire marche arrière. Nous avons eu un défi interne et des pressions extérieures. Nous avons atteint ce stade en faisant face avec l'aide de Dieu, a déclaré le chef du gouvernement éthiopien. Ce méga barrage de 145 mètres de haut aura coûté environ 3,5 millions d'euros. L'Éthiopie pourra désormais doubler sa production d'électricité, à laquelle environ seulement la moitié de ses 120 millions d'habitants ont accès. Jugé vital par Addis Abeba, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne reste au cœur d'un conflit régional. L'Égypte et le Soudan craignant que cet ouvrage titanesque ne réduise leur approvisionnement en eau. Ravagé par un puissant séisme, le Maroc traverse depuis vendredi nuit une période assez difficile. Selon le dernier bilan, les chiffres sont passés à 2012 morts. Les survivants sont traumatisés. Plus de toits, plus de denrées alimentaires endeuillées. Le pays a besoin d'aide. Selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur marocain, au moins 2012 personnes ont péri dans le puissant séisme qui a frappé le centre du pays dans la nuit de vendredi à samedi. Plus de la moitié des décès ont été recensés dans la province d'El Haouz, épicentre du séisme, dont fait partie ce village, Moulay Ibrahim. Dans cette région du Haut-Atlas, c'est une véritable hécatombe. Endeuillés et privés de toit, les survivants manquent de vivres et de soins médicaux. Tous ceux qui vivent dans le village ont été frappés par le tremblement de terre qui s'est produit hier vers 11h, 11h30. Nous avons tous perdu nos maisons. Comme vous le constatez, toutes les personnes présentes ici aujourd'hui ont perdu quelqu'un. Quelqu'un est mort dans chaque famille. Nous sommes dans une situation de crise. Nous demandons au roi Mohamed VI d'intervenir et de nous envoyer de l'aide car nous vivons une situation traumatisante. Les gens n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien à manger ni à boire, même pas du pain, rien. Malgré la douleur, les villageois réunissent leurs forces pour creuser des tombes sur une colline et enterrer leurs morts. Les secouristes poursuivent les recherches à l'aide d'engins de chantier dans l'espoir de retrouver des survivants ou d'éventuels corps parmi les décombres de maisons effondrées. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Le cabinet royal marocain a annoncé que les forces armées vont déployer des équipes de secours afin d'acheminer de l'eau potable, des denrées alimentaires, des tentes et des couvertures dans les régions affectées par le séisme. Il s'agit du tremblement de terre le plus meurtrier au Maroc depuis celui qui a frappé Agadir en 1960, faisant au moins 12 000 morts. Nous restons toujours au Maroc pour clore cette édition, toujours parlant de la situation qui se présente là. Il est dit que malgré que le pays soit en endroit de séisme, il n'en a jamais connu de ce genre. Et les chercheurs font savoir qu'il n'y en a jamais eu depuis un siècle. Écoutez ces propos de l'expert David Rothery, professeur de géologie planétaire, dans le reportage qui suit. Alors que le Maroc est frappé par le tremblement de terre le plus meurtrier depuis des décennies, qui a fait au moins 2012 morts, David Rothery, professeur de géologie planétaire à l'Open University, explique qu'il n'y a jamais eu un séisme aussi puissant depuis un siècle, ce qui fait de cette catastrophe un événement unique en son genre.
D'un point de vue géologique, ce n'est pas une surprise d'avoir un tel tremblement de terre. C'est juste très rare. L'Afrique et l'Europe entrent en collision. Ce phénomène se produit surtout au nord, près de la Méditerranée. Mais les montagnes du Haut-Atlas sont soulevées à cause de cette collision entre l'Afrique et l'Europe qui se poursuit encore aujourd'hui. On observe donc des mouvements de terrain sous ces montagnes et c'est ce qui s'est passé au cours de cette nuit-là. Et cela va continuer à se produire. Toutefois, ces événements à cette échelle sont peu fréquents, peut-être une fois par siècle, voire moins. L'expert chargé de retracer l'histoire géologique de la Terre ajoute que les événements de la Terre dus à la collision entre l'Afrique et l'Europe se poursuivent et qu'il faut se préparer à d'autres phénomènes similaires. Je pense que de nombreux bâtiments de la région sont assez anciens et n'ont certainement pas été construits selon les normes modernes de résistance sismique. Si vous construisez à bas prix, les bâtiments s'effondrent plus facilement. Maintenant qu'ils savent que des tremblements de terre de cette ampleur peuvent se produire dans la région, il leur faudra réfléchir très sérieusement à la nécessité d'investir dans des bâtiments résistants aux tremblements de terre. Mais il se peut qu'il n'y ait pas de tremblements de terre de cette ampleur dans la même région avant un siècle. C'est donc une décision délicate à prendre. Les sismologues estiment qu'après un séisme de magnitude 6.8, des répliques atteignant les magnitudes 5 ou 6 sont susceptibles de frapper le Maroc. Sur des constructions déjà fragilisées, cela pourrait faire de nouvelles destructions et accroître le bilan humain. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous.